Parlons de la musique de Breath of the Wild aujourd'hui. Alors installe-toi, va te chercher une boisson fraîche. Bienvenue. Ça va faire 3 ans déjà que Nintendo a annoncé Breath of the Wild 2, et que les fans trépignent d'impatience, et en même temps il sait se faire désirer le petit coquin. Du coup, le temps d'avoir des infos supplémentaires sur le jeu, je vous propose de revenir 5 ans en arrière, à la sortie du premier opus. 5 ans déjà, la vache. Je pense que t'as compris, ici, ça parle musique. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tout le monde se comporte en personne responsable, sachant faire preuve d'objectivité. Breath of the Wild a la meilleure musique de toute la saga, que ce soit en termes d'écriture ou de cohérence avec son univers. Voilà, briser ses propres règles en vidéo, c'est fait. Je déconne, c'est qu'un avis perso, range ton commentaire, ou alors dis-moi plutôt, musicalement, quel est ton Zelda préféré et pourquoi, ça m'intéresse. Sache que cette vidéo est la première d'une série de je ne sais combien, spécifiquement sur ce jeu. Comme tu peux le voir, à lui seul, Breath of the Wild cumule 6h22 de musique, donc considère cette vidéo comme une grosse introduction, et je détaillerai les autres thèmes et jingles dans d'autres vidéos. Donc si le contenu t'intéresse et te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche pour ne rien louper et à laisser un commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti pour un titre beaucoup trop long. Pourquoi la musique de Breath of the Wild a tant chamboulé la licence Zelda et divisé autant la communauté de fans. Un peu de contexte. On parle d'une licence qui a un peu plus de 35 ans d'existence aujourd'hui, qui a su définir certains codes du jeu vidéo d'aventure en 2D et en 3D, et dont certains de ses épisodes ont autant vieilli visuellement que Keanu Reeves depuis Matrix 1. Je pense notamment à Wind Waker, sorti sur GameCube en 2002-2003, c'est-à-dire il y a 20 ans déjà. Merde. On a un thème principal toujours aussi accrocheur aujourd'hui, et même généralement des musiques qui ont su nous transporter et accompagner avec brio l'univers dans lequel nous évoluons en tant que joueurs, et donc, si je te repasse ne serait-ce qu'un seul extrait, il y a de fortes chances que tu te fasses Madeleine de Proust et la gueule. Je pense notamment au menu de ces jeux. Wind Waker, jamais dans mon cœur. Et évidemment, les menus de Ocarina of Time ou encore Link to the Past. C'est cadeau. Tu comprends l'idée, Nintendo a toujours su nous régaler avec des thèmes tous plus iconiques les uns que les autres. Du coup, quand le 13 janvier 2017 sort ça, et que 2 mois plus tard tu ouvres le jeu sur ça, il y a de quoi être déçu, ouais, jusqu'à ce moment-là. J'ai joui 2 fois. Et puis là, silence. Tu es seul avec les sons environnants, de temps en temps on te case un jingle par-ci, par-là, par touche, mais tout reste terriblement discret. Et là, 2 camps vont se former. Ceux qui trouvent le parti pris absolument génial, et les autres qui, pendant leur exploration de ce monde, seront juste partis en quête de thèmes marquants pour accompagner leur aventure, zappant potentiellement tout cela. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pas chez Nintendo pour le savoir, mais j'ai ma petite idée sur la question. Breath of the Wild, c'est la volonté du studio de repartir sur de nouvelles bases, mais aussi de revenir aux origines de la saga. C'est pas pour rien que, pour tester certains éléments du jeu, un prototype en 2D ressemblant très fortement à Zelda 1 a été développé. Donc qu'est-ce qu'on a? Un monde ouvert gigantesque à explorer, sans temps de chargement, excepté entre 2 sanctuaires, juste avant une cinématique et lors des téléportations diverses. Du coup, tu vois venir le truc, la question d'accompagner musicalement un univers aussi vaste, elle va se poser assez vite. Donc là on a le choix. Soit on reprend la formule d'origine, c'est-à-dire des thèmes épiques d'environ 2 à 3 minutes qui vont tourner en boucle, soit on tente une autre approche et on essaye de coller le plus possible à ce que le joueur a entre les mains, et à l'ambiance sonore du jeu général en fait. Les responsables de l'environnement sonore n'ont jamais eu dans l'idée de concevoir la bande originale du jeu comme une simple succession de morceaux épiques destinés à rester gravés dans nos têtes à l'issue d'une partie.
Les choix opérés l'ont été davantage dans une logique voulant que la bande-son soit considérée comme un ingrédient supplémentaire à mettre au service de l'aventure du joueur, là où celle-ci constitue habituellement une composante pouvant être dissociée totalement de ce qui se passe à l'écran. En fait, à mon avis, si Breath of the Wild a réussi à atteindre ce statut de jeu culte dès sa sortie auprès de pas mal de joueurs, c'est parce que Nintendo a su prendre ce qu'il y avait de meilleur dans les mondes ouverts qui sont passés avant lui, tout en innovant sur pas mal de points, et en y accolant le badge Zelda qui, comme je te le disais, marche depuis un peu plus de 35 ans maintenant. Cette recherche de pertinence dans les différents éléments qui composent le jeu, elle va énormément se faire ressentir dans le rapport qu'il y a entre le son et la musique. C'est-à-dire que la musique ne va plus être juste un élément extérieur qui va accompagner une aventure, mais elle va faire partie de cet univers, elle va faire corps avec chaque élément qui vont composer le jeu et que le joueur va pouvoir observer au cours de son aventure. Petit détail en plus, une grosse partie de ce monde ouvert a été développée par Monolith Soft, qui a donné un gros coup de pouce à Nintendo. Et on n'est pas exactement chez des débutants, vu que pour ceux qui savent pas, Monolith Soft c'est ceux qui développent les Xenoblade. Le problème c'est que là on parle de Zelda, et on sait à quel point la communauté Nintendo peut être exigeante, voire capricieuse à certains moments, je le sais, j'en fais partie. Et du coup, un changement aussi brutal dans la licence, ça ne pouvait que provoquer la controverse. Alors que des mondes ouverts avec peu, voire pas du tout de musique lors des phases d'exploration, c'est quelque chose qui existe depuis pas mal de temps. Si tu rejoues à Assassin's Creed 2, sorti en 2009 par exemple, ou un peu plus récemment aux 3 Batman Arkham, voire même à Mad Max, qui est encore plus récent que ces 3-là, bah tu te rends compte très vite que Nintendo a juste suivi ce qui marchait de ce point de vue-là. A l'inverse, tu peux prendre Dragon Quest 11 par exemple. Donc là, on a un monde qui est somme toute assez vaste et qui traite sa musique entre guillemets à l'ancienne, avec des thèmes orchestraux magnifiques qui ont même été réorchestrés juste pour le jeu par le Tokyo Metropolitan Symphonic Orchestra. Donc je te conseille d'ailleurs d'aller écouter ce qu'ils font, c'est absolument génial. Sauf qu'en fait, les thèmes vont boucler toutes les 2 minutes et la musique a beau être absolument magnifique, mais ça devient indigeste assez vite, surtout quand tu vois que le jeu traite sa musique exactement comme dans un Pokémon ou un ancien Final Fantasy. C'est-à-dire qu'à chaque changement de tableau, le thème va recommencer depuis le début, donc ça devient assez vite insupportable malgré la beauté des thèmes. Mais bon, Dragon Quest c'est pas le sujet de cette vidéo, vous inquiétez pas, on y reviendra sur cette saga. Explorateur, archéologue, appelle ça comme tu veux mais l'idée est là. Ah oui, on va s'attarder sur un thème aussi. Le monde de Breath of the Wild regorge de mystères, d'histoires avec un grand H, et d'histoires découvertes au détour d'une conversation avec un habitant d'Hyrule ou dans un carnet qu'un voyageur aurait laissé traîner lors d'une étape de son périple. Pour ma part, je sais que j'ai réellement été séduit par ce monde à partir du moment où j'ai arrêté de me téléporter et que j'ai décidé de tout faire à cheval ou à pied. J'ai réellement pris mon temps en fait. Et puis tu pars de découverte en découverte, puis tu te sens une âme d'archéologue surgir en toi. Quelle est l'histoire de cette ruine? Pourquoi il y a un trou béant en plein milieu d'une montagne? Et puis une âme d'explorateur aussi. Quelles sont les limites de mon espace de jeu? Est-ce qu'il y a d'autres vestiges des temps lointains comme le Ranch Lon Lon ou le temple de Skyward Sword? Pour plus d'infos là-dessus, si vous vous débrouillez un peu en anglais, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Zeltic ou Monster Maze. C'est des vraies mines d'or sur tout ce qui est théorie et analyse. C'est assez incroyable. Puis tu retournes là où ton voyage a commencé, par nostalgie ou soif de découverte. Tu entres dans le temple du temps, tu explores avec ce petit piano un peu mélancolique et mystérieux qui intervient de temps en temps, et sur le coup, tu fais pas gaffe. Puis la mélodie reprend, une impression de déjà entendu s'installe, et là, tu tends enfin l'oreille. Je t'avoue que la première fois que j'ai reconnu ce thème, j'ai vraiment les papillons de nostalgie qui sont revenus direct. Ce que tu viens d'entendre, c'est le thème du Temple du Temps, donc jusque-là, tout va bien, mais c'est la manière dont il est traité musicalement qui va nous intéresser en fait. Le thème est strictement le même que dans Ocarina of Time, vraiment note pour note, c'est exactement la même chose. Il est inspiré d'un chant religieux, étant donné qu'on est dans un lieu sacré, sauf que dans Breath of the Wild, ce lieu sacré, il est en ruine, il est détruit. Donc si on se remet dans la logique de composition pour ce jeu, comment on va faire du thème du Temple du Temps une ruine? On a ici un thème qui est bien plus espacé que l'ancien, qui laisse la place au silence.
un peu comme les trous béants qu'on peut voir du sol au plafond du temple. On entend en plus quelques accords qui rendent l'atmosphère encore plus mystérieuse, l'empilement de notes qui est assez dissonant, le thème qui semble ne pas avoir de conclusion, qui est presque dépourvu de rythme, de régularité. Vous savez quoi? Je vais vous montrer. Venez, je vais vous montrer. Faut savoir qu'en musique, il y a des façons d'écrire qui vont faire en sorte que l'auditeur ait l'impression qu'une mélodie se termine ou non. Donc tout ça c'est dû à des enchaînements d'accords, c'est-à-dire des empilements de notes, qui mis bout à bout vont former des phrases musicales qui se concluent par des cadences. Donc en résumé, les cadences, c'est un peu la ponctuation que tu vas mettre à la fin ou au milieu de ta phrase. Par exemple, en musique, ce qu'on appelle une cadence parfaite, ça va être une phrase musicale qui va sembler conclusive, qui va sembler terminée, comme si on mettait un point à la fin de notre phrase. Musicalement, ça donne à peu près ça. Donc vous voyez, on a vraiment l'impression que la phrase, elle s'est terminée, on n'a pas besoin d'aller plus loin. La demi-cadence, elle, en revanche, ce serait plus l'équivalent d'une virgule ou d'un point d'interrogation, vraiment d'une question. On est dans l'attente de quelque chose d'autre, on est dans l'attente d'une conclusion, d'une fin. Et ça, musicalement, ça donne à peu près ça. Pendant cette petite partie analyse, je vais juste vous mettre les deux partitions l'une à côté de l'autre. C'est visuellement assez parlant même si on sait pas lire la musique. Donc juste ici, ce que vous voyez, la version d'Ocarina of Time, elle est très simple. On a une mélodie, sans fioriture, très carrée, très stable. Entre chaque note, on pourrait tracer une ligne droite, quoi. Et maintenant, voilà la version de Breath of the Wild. Comment dire? C'est un bordel. Et vous voyez à quel point le piano il trébuche pour atteindre chaque note ici. Et en fait, quand il commence à retomber sur ses pieds, les accords qui sont joués rendent le tout plus mystérieux encore, plus bancal. Et on arrive à la fameuse conclusion de la phrase où on n'a aucune idée de où ça va. On a un effet de surprise. Donc je vous parlais de la cadence parfaite et de la demi-cadence tout à l'heure. En fait là, c'est ni l'une ni l'autre. En musique, on appelle ça plutôt une cadence rompue. Donc la cadence rompue, c'est vraiment quand on a cette sensation de surprise et on sait encore moins où ça va, il y a limite une petite gêne qui peut s'installer. Je vais vous le faire réécouter. Alors que dans le thème de base, si je vous le refais réécouter maintenant, voilà, on entend bien que c'est conclusif. Et même en termes de rythme, ça sonne tellement bancal que les gens sont pas d'accord en fait au moment de relever la partition sur internet. J'ai pas trouvé une seule version pareille. Donc je vous en ai fait une, celle qui s'affiche juste sur votre écran, vous pouvez la télécharger en description si vous voulez vous amuser. La musique a elle aussi souffert du désastre qui s'est abattu sur Hyrule. Elle est déconstruite, en ruine, envahie par des notes parasites, un peu comme des mauvaises herbes, cherchant tant bien que mal à tenir debout, tout comme le lieu qu'elle accompagne. La sensation de vide décrite par beaucoup de joueurs et qui en a fait décrocher quelques-uns, elle est légitime. Tout simplement parce qu'on sort totalement de notre zone de confort avec cet épisode. Un monde aussi vaste, ça fout littéralement le vertige. Et la musique, qui aurait pu être le seul élément qui nous prend un peu par la main au cours de cette aventure, ne fait que, au final, renforcer la sensation d'isolement et de solitude du joueur. Donc oui, c'est déroutant, mais à mon sens, le pari, il est réussi. Si le monde est détruit, en cours de reconstruction, le joueur devra le ressentir jusque dans sa musique, comme si elle était elle aussi un personnage à part entière, cherchant la guérison au sein du royaume d'Hyrule. Merci d'avoir regardé la vidéo, pensez à vous abonner si ça vous a plu, à me suivre sur les différents réseaux qui sont dans la description. Quant à moi, je vous laisse sur une petite version du Temple du Temps, je vous dis à la prochaine, ciao!
Bye.